Chapitre 11. Le soir, je fis une courte promenade sur les rivages de Reykjavik et je revins de bonne heure me coucher dans mon lit de grosse planche où je dormis d'un profond sommeil. Quand je me réveillai, j'entendis mon oncle parler abondamment dans la salle voisine. Je me levai aussitôt et je me hâtai d'aller le rejoindre. Il causait en danois, avec un homme de haute taille vigoureusement découplé. Ce grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ses yeux, percés dans une tête très grosse et assez naïve, me parurent intelligents. Ils étaient d'un bleu rêveur. De longs cheveux, qui eussent passé pour roux même en Angleterre, tombaient sur ses athlétiques épaules. Cet indigène avait les mouvements souples, mais il remuait peu les bras, en homme qui ignorait ou dédaignait la langue des gestes. Tout en lui révélait un tempérament d'un calme parfait, non pas indolent, mais tranquille. On sentait qu'il ne demandait rien à personne, qu'il travaillait à sa convenance et que dans ce monde, sa philosophie ne pouvait être ni étonnée ni troublée. Je surpris les nuances de ce caractère à la manière dont l'Islandais écouta le verbiage passionné de son interlocuteur. Il demeurait les bras croisés, immobile au milieu des gestes multipliés de mon oncle. Pour nier sa tête tournée de gauche à droite, elle s'inclinait pour affirmer, et cela si peu que ses longs cheveux bougeaient à peine. C'était l'économie du mouvement poussée jusqu'à l'avarice. Certes, à voir cet homme, je n'aurais jamais deviné sa profession de chasseur. Celui-là ne devait pas effrayer le gibier, à coup sûr. Mais comment pouvait-il l'atteindre? Tout s'expliqua quand M. Fridriksson m'apprit que ce tranquille personnage n'était qu'un chasseur d'eider, oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île. En effet, ce duvet s'appelle l'édredon, et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir. Au premier jour de l'été, la femelle de l'eider, sorte de joli canard, va bâtir son nid parmi les rochers de fjord dont la côte est toute frangée. Ce nid bâti, elle le tapisse avec de fines plumes qu'elle s'arrache du ventre. Aussitôt le chasseur, ou mieux le négociant, arrive, prend le nid, et la femelle de recommencer son travail. Cela dure ainsi tant qu'il lui reste quelque duvet. Quand elle s'est entièrement dépouillée, c'est au mâle de se plumer à son tour. Seulement comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n'a aucune valeur commerciale, le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée. Le nid s'achève donc, la femelle pond ses œufs, les petits éclosent, et l'année suivante, la récolte de l'édredon recommence. Or, comme l'eider ne choisit pas les rocs escarpés pour y bâtir son nid, mais plutôt ces roches faciles et horizontales qui vont se perdre en mer, le chasseur islandais pouvait exercer son métier sans grande agitation. C'était un fermier qui n'avait ni à semer, ni à couper sa moisson, mais à la récolter seulement. Ce personnage grave, flegmatique et silencieux, se nommait Hans Bielke. Il venait à la recommandation de M. Fridriksson. C'était notre futur guide. Ses manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle. Cependant, ils s'entendirent facilement. Ni l'un ni l'autre ne regardait au prix. L'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait, l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé. Jamais marché ne fut plus facile à conclure. Hors des conventions, il résulta que Hans s'engageait à nous conduire au village de Stapi, situé sur la côte méridionale de la presqu'île du Sneffels, au pied même du volcan. Il fallait compter par terre 22 miles environ, voyage à faire en 2 jours, suivant l'opinion de mon oncle. Mais quand il apprit qu'il s'agissait de miles danois de 24 000 pieds, il dut rabattre de son calcul et compter, vu l'insuffisance des chemins, sur 7 ou 8 jours de marche. 4 chevaux devaient être mis à sa disposition, 2 pour le porter, lui et moi, 2 autres destinés à nos bagages. Hans, suivant son habitude, irait à pied. Il connaissait parfaitement cette partie de la côte, et il promit de prendre par le plus court. Son engagement avec mon oncle n'expirait pas à notre arrivée à Stapi. Il demeurait à son service pendant tout le temps nécessaire à ses excursions scientifiques, au prix de 3 riksdals par semaine. Seulement il fut expressément convenu que cette somme serait comptée au guide chaque samedi soir, condition sine qua non de son engagement. Le départ fut fixé au 16 juin. Mon oncle voulut remettre au chasseur les arts du marché, mais celui-ci refusa d'un mot. Efter, dit-il. Après, me dit le professeur pour mon édification. Hans, le traité conclu, se retira tout d'une pièce. Un fameux homme, s'écria mon oncle. Mais il ne s'attend guère au merveilleux rôle que l'avenir lui réserve de jouer. Il nous accompagne donc jusqu'au... Oui, Axel, jusqu'au centre de la Terre. 48 heures restaient encore à passer. À mon grand regret, je dus les employer à nos préparatifs. Toute notre intelligence fut employée à disposer chaque objet de la façon la plus avantageuse, les instruments d'un côté, les armes d'un autre, les outils dans ce paquet, les vivres dans celui-là, en tout 4 groupes. Les instruments comprenaient, premièrement, un thermomètre centigrade de Heigl gradué jusqu'à 150 degrés,
ce qui me paraissait trop ou pas assez. Trop si la chaleur ambiante devait monter là, auquel cas nous aurions cuit, pas assez s'il s'agissait de mesurer la température de source ou toute autre matière en fusion. Deuxièmement, un manomètre à air comprimé, disposé de manière à indiquer des pressions supérieures à celles de l'atmosphère au niveau de l'océan. En effet, le baromètre ordinaire n'eût pas suffi, la pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous de la surface de la Terre. Troisièmement, un chronomètre de Boissonnat-Jeune de Genève parfaitement réglé au méridien de Hambourg. Quatrièmement, deux boussoles d'inclinaison et de déclinaison. Cinquièmement, une lunette de nuit. Sixièmement, deux appareils de Ruhmkorff qui, au moyen d'un courant électrique, donnaient une lumière très portative, sûre et peu encombrante. Les armes consistaient en deux carabines de Purdley Moore Company et de deux revolvers Colt. Pourquoi des armes? Nous n'avions ni sauvages ni bêtes féroces à redouter, je suppose. Mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable quantité de fulmi-coton inaltérable à l'humidité et dont la force expansive est très supérieure à celle de la poudre ordinaire. Les outils comprenaient deux pics, deux pioches, une échelle de soie, trois bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins et pitons de fer et de longues cordes à nœuds. Cela ne laissait pas de faire un fort colis car l'échelle mesurait 300 pieds de longueur. Enfin, il y avait des provisions. Le paquet n'était pas gros, mais rassurant, car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits secs, il contenait pour 6 mois de vivres. Le genièvre en formait toute la partie liquide, et l'eau manquait totalement, mais nous avions des gourdes, et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Les objections que j'avais pu faire sur leur qualité, leur température, et même leur absence, étaient restées sans succès. Pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage, je noterai une pharmacie portative contenant des ciseaux à lame mousse, des attelles pour fractures, une pièce de ruban en filet cru, des bandes et compresses, du sparadrap, une palette pour saigner, toutes choses effrayantes, de plus une série de flacons contenant de la dextrine, de l'alcool vulnéraire, de l'acétate de plomb liquide, de l'éther, du vinaigre et de l'ammoniac, toute drogue d'un emploi peu rassurant. Enfin, les matières nécessaires aux appareils de Ruhmkorff. Mon oncle n'avait eu garde d'oublier la provision de tabac, de poudre de chasse et d'amadou, non plus qu'une ceinture de cuir qu'il portait autour des reins et où se trouvait une suffisante quantité de monnaie d'or, d'argent et de papier. De bonnes chaussures, rendues imperméables par un enduit de goudron et de gomme élastique, se trouvaient au nombre de 6 paires dans le groupe des outils. Ainsi vêtu, chaussé, équipé, il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin, me dit mon oncle. La journée du 14 fut employée tout entière à disposer ces différents objets. Le soir, nous dînâmes chez le baron Tramp, en compagnie du maire de Reykjavik et du docteur Hjaltalin, le grand médecin du pays. M. Fridriksson n'était pas au nombre des convives. J'appris plus tard que le gouverneur et lui se trouvaient en désaccord sur une question d'administration et ne se voyaient pas. Je n'eus donc pas l'occasion de comprendre un mot de ce qui se dit pendant ce dîner semi-officiel. Je remarquai seulement que mon oncle parla tout le temps. Le lendemain 15, les préparatifs furent achevés. Notre hôte fit un sensible plaisir au professeur en lui remettant une carte de l'Islande incomparablement plus parfaite que celle d'Anderson, la carte de M. Olaf Nicolasolsen, réduite au 1/480 millième et publiée par la Société littéraire islandaise d'après les travaux géodésiques de M. Schilfrisak et le levé topographique de M. Born Gumlaugsson. C'était un précieux document pour un minéralogiste. La dernière soirée se passa dans une intime causerie avec M. Fridriksson, pour lequel je me sentais pris d'une vive sympathie, puis, à la conversation succéda un sommeil assez agité de ma part, du moins. À 5 heures du matin, le hennissement de 4 chevaux qui piaffaient sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillai à la hâte, et je descendis dans la rue. Là, Hans achevait de charger nos bagages sans se remuer, pour ainsi dire. Cependant, il opérait avec une adresse peu commune. Mon oncle faisait plus de bruit que de besogne, et le guide paraissait se soucier fort peu de ses recommandations. Tout fut terminé à 6 heures. M. Fridriksson nous serra les mains, mon oncle le remercia, en islandais, de sa bienveillante hospitalité, et avec beaucoup de cœur. Quant à moi, j'ébauchai dans mon meilleur latin quelques saluts cordial. Puis nous nous mîmes en selle, et M. Fridriksson nous lança son dernier adieu.